Sac passé les Captain Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va voir ensemble pourquoi je ne peux pas te dire quel organisme de formation choisir. Pour vraiment répondre hyper précisément, il faudrait que je te connaisse déjà de base. Si tu cherches des analyses qui vont comparer un peu toutes les différentes écoles, toutes les différentes formations, il y a aussi du contenu qui existe. Je te mets tous les liens dans la description vers des vidéos d'autres youtubeurs qui ont fait un excellent travail dessus. Cette vidéo part du constat qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me demandent quelle formation choisir. Captain, qu'est-ce que tu penses de telle école? Qu'est-ce que tu penses de telle formation? Et en fait, c'est un choix qui est assez compliqué à expliquer, c'est assez compliqué de répondre à cette question parce que j'ai pas juste besoin de voir le programme, j'ai aussi besoin de voir comment fonctionne l'école, qui sont les profs qui enseignent dans l'école, est-ce qu'ils ont de l'expérience, il y a tout un tas de trucs qu'il faut rechercher qui font que je peux pas avoir toutes les formations en tête et du coup la pertinence d'une réponse serait pas vraiment celle qu'on attend. Le but c'est pas d'aller conseiller tout et n'importe quoi pour que les gens se plantent derrière. Et cette réflexion là, il faut l'avoir et c'est à toi en tant que futur développeur de commencer à faire tes propres recherches, de te faire ton avis sur ces fameuses formations et peut-être orienter ton choix vers telle ou telle formation. Mon but avec cette vidéo, c'est pas de te donner un organisme en particulier. Déjà parce qu'il en existe des dizaines, parce que parmi toutes tes candidatures, tu seras peut-être pas forcément pris dans l'organisme de tes rêves. Donc voilà, l'idée c'est de pallier à ça en te donnant bien sûr des conseils pratiques que tu peux appliquer dès maintenant et qui ne nécessitent pas de compétences en développement. Juste avant qu'on continue, si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, tu es sur la chaîne Captain Dev. Ici, je t'aide à devenir un meilleur développeur. Donc n'hésite pas à t'abonner à mes emails privés quotidiens. En ce moment, j'en envoie un tous les matins à 9h dans ta boîte mail. Le lien est juste en dessous dans la description. Alors pour comprendre pourquoi il y a autant de formations accélérées aujourd'hui, j'ai envie de te parler un peu de l'origine du tout premier bootcamp. C'est la première origine que j'ai trouvée. Si jamais tu en as trouvé une antérieure, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et donc tout est parti d'un post sur Hacker News qui date de 2011. Je t'ai mis le lien du post juste en dessous, donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Donc c'est quelqu'un finalement qui a posté sous le pseudo de Cabux, un message qui, je te le résume un peu, en fait il propose à quelques personnes d'apprendre à développer en Ruby on Rails sur 8 semaines, donc 8 semaines intensifs à raison de 5 jours par semaine, avec beaucoup de coaching en one-to-one. Derrière ça, il se propose de te mettre en relation, une fois que tu es monté en compétence sur Ruby on Rails, avec des entreprises. Derrière lui, il propose de se rémunérer seulement si tu as trouvé un job avec une de ces entreprises cibles, et en plus de ça, c'est l'entreprise qui paiera la somme d'environ 6 000 $. Alors t'en as beaucoup qui s'en sont plaints en commentaire si tu regardes un peu tout thread. Finalement, je trouve ça assez fair. T'apprends à quelqu'un les bases du développement sur un framework qui à l'époque était assez demandé. En plus de ça, tu l'aides à trouver un job et c'est la boîte qui a embauché ce nouveau développeur qui vient te payer. Finalement, il y en a un qui va juste perdre du temps dans le pire des cas. Et j'ai bien l'impression que c'est cette expérience-là qui a lancé le concept des coding bootcamp. Alors il faut savoir aussi que les coding bootcamp, à l'origine, ça ciblait beaucoup de gens qui n'avaient pas vocation à devenir développeurs. Ça ciblait pas mal de personnes ou de métiers qui pouvaient travailler avec des développeurs et qui voulaient pas forcément devenir développeurs. Depuis, les choses ont un peu changé, le concept s'est un peu exporté partout dans le monde et maintenant tu trouves des formations qui vont de quelques semaines à plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc je peux comprendre que quand on arrive dans ce milieu, c'est un peu le Far West, on sait pas où aller, on sait pas par où commencer et on peut se poser la question, j'aimerais bien qu'on me dise où je vais, je signe, je crée mon dossier d'inscription et puis c'est parti. Malheureusement, il faut aussi comprendre que les bootcamps, les écoles de code, même si c'est des écoles à part entière, ça reste aussi un business. Donc quelque part, c'est qu'il y a quand même de l'argent à faire. Alors attention, je suis pas du tout en train de blâmer ceux qui font de l'argent autour de la formation. C'est comme n'importe quel service finalement, tu apportes de la valeur et tu es rémunéré contre cette valeur. Moi, j'y vois aucun inconvénient. Ce qui peut poser problème, par contre, c'est ceux qui font des bootcamps, qui sont de pied de qualité, qui facturent et qui sont financés en plus par l'État. Ça, on peut dire que ça peut un peu entacher l'image, mais il faut bien se rendre compte que c'est comme dans n'importe quel secteur, il y a du bon, il y a du mauvais. Et finalement, quand tu veux trouver les bonnes écoles, tu les trouves très très facilement. Finalement, à vouloir juste une réponse, à juste vouloir qu'on te dise va dans telle école ou va dans telle formation ou va dans tel bootcamp, ça peut poser un petit souci. Pour répondre à ce genre de questions, j'aurais besoin de passer un peu de temps avec la personne et d'essayer de savoir c'est quoi son niveau général en termes d'éducation, c'est quoi son niveau d'aisance avec l'outil informatique. Peut-être que la personne elle a déjà des envies, peut-être qu'en fait tu vas t'embarquer dans un bootcamp pour faire du développement web, mais que ton rêve c'est de développer des applications mobiles, je sais pas. Donc tout ça, ça fait que en fait vouloir répondre à la question d'une personne avec si peu d'infos fait que j'augmente les chances de me planter déjà de base. J'ai besoin aussi par exemple de savoir si tu as une capacité à apprendre en autonomie. Il y a des gens qui n'aiment pas apprendre seul. Moi j'adore apprendre seul, c'est pas le cas de tout le monde par exemple. Donc vraiment faire du cas par cas, c'est un peu délicat, ça rime en plus. Et plutôt que de te donner une réponse toute faite, j'ai vraiment envie de t'aider avec plusieurs méthodes. Un exemple simple de compétence que moi je trouve hyper intéressante, surtout quand tu démarres dans le dev, c'est ta capacité à chercher de l'information. Commence à la développer dès maintenant en cherchant, en faisant la liste de tous les organismes de formation.
Ça, c'est la première tâche que tu as à faire. Donc tu vas essayer de faire des recherches, d'aller trouver tous les organismes un par un et de les classer dans une fiche récapitulative. Avant de passer à la suite, n'oublie pas que finalement, trouver le bon organisme, c'est vraiment ta responsabilité et tu peux compter que sur toi-même. Donc autant y passer un peu de temps, ça peut être quelques jours, voire quelques semaines juste de recherche, plutôt que de te précipiter, de tomber sur de mauvais organismes et après de le regretter parce que tu n'arrives pas à trouver un job derrière. Petit disclaimer très rapide, cette vidéo, elle est là en aucun cas pour te décourager. Parfois, je fais des vidéos assez réalistes, du moins j'essaie de les faire au plus réaliste possible, et je vois des commentaires de personnes qui se découragent. Dans un sens, il faut peut-être prendre appui sur ce contenu-là et essayer de se dire, ok, bon, c'est des obstacles, je peux y arriver, et puis vas-y, on y va. Donc voilà, vraiment ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est pas pour te décourager, c'est juste pour que tu prennes conscience de certaines choses avant de te lancer. Alors je discute beaucoup avec des gens qui ont envie de devenir développeur, et finalement, je me rends compte qu'il y a des motivations qui sont assez diverses et variées. Ça peut être du salaire cool, ça peut être du à Pôle emploi, on m'a dit que c'était un domaine porteur, donc je ferais mieux d'y aller, alors que j'aime pas forcément ça. Ça peut être du parfois j'ai juste envie j'en ai marre de ma vie actuelle, j'ai juste envie d'avoir un emploi stable. Ça peut être du j'ai toujours rêvé de faire dev, de bosser dans l'informatique, mais on m'a envoyé en menuiserie. Et ça peut être du style plus tard j'ai envie de devenir freelance, j'ai envie de lancer mes propres applications. Finalement, chacun a ses motivations, et ça j'ai aucun avis là-dessus, c'est chacun fait comme il veut, mais il faut bien comprendre que c'est une reconversion, c'est un métier où il va falloir que tu donnes un peu de ta personne, et ça va pas être juste une formation de tant d'heures et puis après c'est fini. On a souvent tendance à croire que la fin de ce genre de formation, c'est un peu la fin du chemin et qu'après on est tranquille. C'est pas du tout vrai. Bien sûr, c'est pas insurmontable, il faut juste être rigoureux. Finalement, c'est un métier qui est très accessible si tu es prêt à travailler régulièrement et parfois sur ton temps libre. Et c'est encore plus vrai quand tu sors de formation. Quand tu sors de formation, on te dit que tu es développeur, mais ça veut tout et rien dire. Moi, je fais du développement depuis plus de 10 ans. Tous les jours, j'apprends encore des trucs. Donc comment tu veux tout apprendre en quelques semaines ou quelques mois? C'est juste impossible. Il y a trop de choses à apprendre. Bien sûr, avec beaucoup de formation, tu vas devoir enchaîner sur un stage derrière. Donc tu vois, la formation, il faut le voir comme le début du chemin et pas la fin du chemin. Peu importe tes motivations, c'est pas à moi d'en juger, il faut juste que tu comprennes que c'est pas un truc qui est facile entre guillemets et qui va se faire les doigts dans le nez et au bout de 3 mois de formation, c'est réglé. Non, c'est quelque chose où tu vas faire ta formation, tu vas potentiellement faire un stage derrière, tu vas trouver un premier job dans lequel tu vas apprendre beaucoup de choses, peut-être que tu auras besoin de compléter la lacune, peut-être que ton employeur investira sur ton profil, il te mettra en place des formations, il t'autorisera à faire du pair programming, des trucs dans le genre. Si c'est pas le cas, c'est quand même à toi de compenser par du travail. Très rapidement, avant de passer au conseil pratique, on va démonter un peu quelques mythes. Alors tu dois l'avoir vu dans je sais pas combien de milliers de vidéos différentes, parce que finalement, je me rends compte qu'il y a une grosse audience qui pose souvent les mêmes questions, et c'est pour ça que parfois il peut y avoir des similitudes. L'âge. Je reçois souvent des réponses à mes emails privés où on me demande si l'âge est un problème. Alors pour moi, non. Bien sûr, je suis pas employeur aujourd'hui, donc c'est juste ma vision des choses. Pour moi, l'âge, tu peux en faire un avantage si tu es capable de vendre potentiellement une expertise sur un autre domaine. Je te dis des bêtises, si tu as travaillé dans les assurances pendant 10 ans et que tu fais une reconversion, peut-être que tu as une expertise dans ce domaine-là qui peut te resservir potentiellement pour ton premier poste de développeur. Je comprends que tu aies peut-être envie de changer de monde complètement, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Si tu as une expertise dans la finance, par exemple, si tu as une expertise dans un domaine qui est porteur, tu peux passer d'abord côté tech dans ce domaine-là, parce que tu as toujours ton métier de tech, donc apprendre tes technos, tes frameworks et développer une application, des produits et compagnie. Et tu vas aussi avoir toute la partie métier. Je te donne un exemple tout bête, si tu bosses dans l'automobile, il va falloir que tu connaisses un peu le milieu automobile. Si tu bosses dans la finance, il va falloir que tu connaisses un minimum de base dans la finance. Après, c'est des domaines qui sont assez larges. Tu n'as pas besoin non plus d'être apprenti trader, mais tu as toujours ton métier qui est la partie technique et le métier dans lequel tu vas exercer le métier de développeur qui est une partie bien plus fonctionnelle. Alors, le mythe que j'aime bien, c'est salut Captain, qu'est-ce que tu penses du développement? Qu'est-ce que ça va devenir dans 10 ans? Est-ce qu'on va pas être tous remplacés par des intelligences artificielles? Est-ce que ça sert à quelque chose de se lancer dans une reconversion si dans 10 ans c'est terminé? Moi, j'ai envie de te dire, si tu es en phase où tu as envie de te reconvertir, c'est que déjà la vie que tu as actuellement, la vie professionnelle que tu as actuellement ne te plaît pas, ben peut-être que si tu trouves un truc seulement pour 10 ans, c'est déjà énorme. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester plantés à pas vouloir passer à l'action et qui vont attendre en fait que ces 5 et 10 ans passent à ne rien faire plutôt que de se lancer, d'apprendre des nouvelles choses, d'exercer un métier pendant 5, 10, 15 ans. Et puis après, on verra. Finalement, personne ne sait vraiment où on sera dans 10 ans. Ça se trouve, il y aura une guerre nucléaire, tout aura sauté, on n'en sait rien. Donc essayer de prévoir l'avenir, c'est déjà pour moi c'est une perte de temps. Si en plus de ça, tu restes dans un métier que t'aimes pas, alors que le métier de tes rêves, il est accessible et il a jamais été autant accessible qu'aujourd'hui, bah c'est aussi une perte de temps. Donc à tous ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'il en est dans 5-10 ans, ma réponse est j'en ai aucune idée. Et finalement, la seule chose que je peux te conseiller, si tu te poses cette question, bah, c'est de passer à l'action maintenant. C'est de faire ta reconversion
formation, de travailler comme il faut, de monter en compétences et de profiter pendant ces 3, 5, 10, 15 ans à venir sur un métier que tu apprécies et puis la suite on verra. Un autre mythe aussi à démonter, c'est que beaucoup pensent que une fois que tu as pris ta formation, c'est un métier où tu n'as plus besoin d'apprendre. C'est complètement faux. J'espère que c'est juste un a priori et qu'on vous l'a pas vendu, parce que si on vous l'a vendu, c'est un gros mensonge. Concrètement, c'est un métier où si tu veux rester à la page, si tu veux rester compétitif, il faut apprendre régulièrement, il faut te mettre à jour régulièrement. Tu le vois bien, la tech c'est quelque chose qui évolue tous les ans, qui évolue tous les jours, donc en tant que développeur, tu as toujours des nouvelles choses à apprendre. Si t'aimes pas apprendre régulièrement, si tu es quelqu'un qui aime pas se former, qui aime pas apprendre, peut-être que c'est peut-être pas fait pour toi. Il faut aussi penser à ça. Dernier point, attention à ce qu'on te vend, parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont hyper performants à vendre des trucs qui ne sont pas forcément totalement vrais ou qui sont très difficilement vérifiables. Je te prends par exemple les mentions du genre emploi garanti. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Peut-être que c'est vraiment garanti, peut-être qu'il y a vraiment un accompagnement derrière, mais est-ce que ça va au-delà de la période d'essai? C'est quoi? C'est à la signature du contrat? C'est pendant 6 mois, si tu trouves un job où tu galères, on t'aide? Tout ça, tu vois, il faut le factualiser et il faut vraiment essayer de trouver la définition derrière toutes ces mentions parce que il faut pas se mentir, il y a quand même du marketing autour de ça, comme n'importe qui vend une offre, qu'elle soit à vocation d'éducation ou pas. Le but, c'est quand même de mettre en avant son programme. Pareil, attention aux statistiques. C'est une chose de dire que y a tant de pourcents qui ont trouvé un job juste après. Est-ce que 6 mois derrière, ils sont toujours en poste? Est-ce qu'ils se sont pas fait larguer en pleine période d'essai? Tu vois, c'est des trucs où t'as pas trop la maîtrise, donc finalement, une statistique, on peut lui faire dire un peu tout ce qu'on veut. C'est là où on arrive aux méthodes pratiques pour trouver le cursus qui te correspond le mieux. Juste avant qu'on continue, n'hésite pas à me mettre en commentaire l'organisme ou le coding bootcamp par lequel tu es passé. Est-ce que tu as trouvé un job juste après, assez rapidement, et quels conseils tu aurais aimé avoir en tant que jeune développeur qui démarrait cette aventure. Alors, moi, il y a 3 axes que j'aimerais aborder. Il va y avoir la longueur du cursus, il va y avoir les technologies abordées, et bien sûr, le feedback des anciens élèves. C'est vraiment pour moi déjà 3 piliers qui te permettent de choisir le bon organisme. Alors, en termes de longueur et de durée, finalement, c'est un peu à toi de choisir selon comment tu te sens vis-à-vis de cette étape, vis-à-vis de ce défi. Tu vas avoir des longueurs de 10 semaines qui sont assez condensées. Pour le coup, 10 semaines, moi, je trouve ça très très court. Après, c'est à toi de voir. Si tu es quelqu'un qui arrive à assimiler de l'information hyper rapidement, une grosse quantité, peut-être que ça peut le faire. Moi, je sais que ça aurait pas été mon délire. Mais ce qu'il faut pas aussi oublier, c'est que 10 semaines, ça peut te permettre d'atteindre le marché du travail via un stage beaucoup plus rapidement que d'autres formations. Encore une fois, je pense que ça va vraiment dépendre de ta capacité à ingérer de l'information, à aussi apprendre en partie en autodidacte, parce que tu te doutes bien que, vu la masse d'informations à engranger, 10 semaines, ça reste un délai qui est assez court. Et moi, mon avis personnel, c'est que peu importe la méthode, ça reste très très court. Donc c'est pour des gens qui sont plutôt autonomes. À côté de ça, tu vas avoir des formations bien plus longues qui vont être de 3, 6, 9 mois, 1 an, voire plus. Et bien en fait, plus le temps est long, plus tu as de temps pour assimiler les choses. Donc si tu es déjà pas du tout à l'aise avec l'outil informatique, peut-être que ça peut être plus intéressant pour toi parce qu'en fait, tu vas devoir apprendre non seulement la tech, apprendre à bien gérer un ordi. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui se reconvertissent qui, pour beaucoup, n'ont pas passé beaucoup de temps sur un ordinateur. Mais c'est pas grave. C'est pas ça qui va faire de toi un mauvais développeur, ça s'apprend. On peut tout apprendre. Ça peut être aussi rassurant parfois pour certains employeurs de voir une formation un peu plus longue. Je pense pas que ce soit vraiment l'indicateur le plus important. Pour moi, c'est vraiment en sortie de formation, en sortie de stage, à quel point tu arrives à te créer ta propre autonomie, même si tu es débutant. Et plus ta formation est longue, plus ça peut poser problème en termes de financement de ton niveau de vie. Je connais pas forcément ta situation, mais si tu as des enfants, ça peut poser problème. Si tu es étudiant, que tes parents ne te financent pas, ça peut poser problème aussi. Donc tout ça, c'est un savant mélange qui est en fait lié totalement à ta situation actuelle, du temps que tu peux y passer et du temps que tu as devant toi pour pouvoir te former. J'allais oublier, même si c'est un petit sujet à part, essayer de voir aussi si tu peux faire financer ta formation par ton CPF. Donc ton compte professionnel de formation, c'est en fait une sorte de crédit que tu cumules en travaillant qui te permet de financer une formation pour changer de voie. Deuxième aspect qui est assez intéressant, c'est les technologies. C'est une chose de vouloir te former, maintenant parfois il y a des gens qui ne savent même pas que on va pas forcément utiliser les mêmes technologies selon les domaines différents. Donc parfois tu vas entendre des mots-clés comme PHP, JavaScript, Ruby, Java et bien d'autres, j'en rate, je peux pas tous les citer non plus. Et ça peut être un peu déroutant parce que finalement tu sais même pas exactement ce que tu vas faire. Si tu as envie de faire du mobile par exemple, mais que tu t'orientes vers une formation de développeur web, le pont est pas forcément évident, même s'il y a plein de technos qui te permettent de lier un peu les deux. Tu peux peut-être atterrir dans une formation back-end sans même t'en rendre compte. Et là, ça va poser problème. Donc là, déjà, de base, il faut que tu fasses des recherches sur les technos utilisés
selon les domaines, selon le type d'application. Au début, ça prend du temps, on n'y comprend vraiment que dalle, mais pour moi, c'est un temps nécessaire. Il faut que tu puisses être capable de faire 2-3 recherches avant même de te projeter sur une formation de développeur. Pour moi, ça n'a pas de sens si tu n'es pas capable de faire un minimum de recherche sur ça, ou à minima de trouver les mots-clés pour après pouvoir poser les bonnes questions. Bah, tu risques d'avoir pas mal de problèmes parce que derrière, en tant que débutant, tu seras très souvent amené à chercher de l'information. Donc une fois que tu as trouvé ces mots-clés sur les technologies utilisées, tu vas avoir une deuxième piste. Donc si tu as bien suivi le début de la vidéo, tu as dû faire la liste des différents organismes de formation qui t'intéressent. Tu vas du coup essayer de regarder pour chaque parcours quelles sont les technologies utilisées, et ces technologies-là, tu vas noter des mots-clés. Souvent, c'est les noms des langages ou les noms des frameworks. Je te donne un tips Google, tu peux juste poser la question quels sont les frameworks JavaScript en 2020, tu vas avoir la liste de ces frameworks. Donc ça va être des noms, ça peut être React, Angular, Vue.js et d'autres. Donc tous ces mots-clés-là, il va falloir maintenant que tu ailles sur les sites d'emploi. Sur les sites d'emploi, tu vas aller regarder si ces technos-là, elles reviennent dans les offres. Donc là, tu peux aller te balader sur LinkedIn ou Indeed par exemple, regarder les offres d'emploi de développeurs juniors et tu vas mettre développeur junior et la techno que enseigne ton organisme de formation. Là, ça te permettra de trouver les offres vers lesquelles en théorie tu pourrais postuler en sortant de la formation de telle école. Ça, c'est hyper important parce que ça va te permettre de savoir si le cursus que tu vises forme aux bonnes technos vis-à-vis du marché. Je te prends un exemple tout bête qui est encore beaucoup enseigné, jQuery. jQuery, moi personnellement, je vois plus d'offres passer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en font encore, mais c'est pas ce qui est en grande demande sur le marché. Aujourd'hui, quand tu veux faire développeur front-end, donc développer toute la partie vraiment qui tourne dans le navigateur d'une application web, on va souvent te demander de maîtriser un framework JavaScript et les trois qui prédominent aujourd'hui, c'est Angular, React.js et Vue.js. Il y en a d'autres qui sont utilisés, je suis pas en train de dire que les autres sont pas utilisés, mais c'est les trois qui dominent le marché en ce moment. Donc concrètement, si tu vas sur une formation développeur web ou développeur web front-end ou développeur front-end et qu'on ne te fait pas voir ne serait-ce que les bases d'un framework connu, là il y a un problème. Donc voilà, tout ce que je te dis là, c'est pour te donner des méthodes qui vont te permettre de faire tes recherches. Bien sûr, ça demande que tu t'investisses un petit peu, mais ça peut te permettre d'éviter les erreurs. Et dans le cas où tu es déjà pris dans une formation, qu'il est trop tard, que tu commences bientôt, que tu as déjà commencé, c'est pas perdu pour autant. En fait, il faut bien te dire que dans tous les cas, ça reste ta responsabilité et après, c'est à toi d'organiser ta montée en compétences sur une techno. On va reprendre l'exemple du web. Si tu as fait une formation de développeur web avec PHP en back-end et juste du JavaScript, un peu de jQuery en front-end, commence à trouver des ressources pour monter en compétence sur un des frameworks. Ça apportera beaucoup plus de valeur à ton profil. C'est valable pour les outils autour du développement, comme Git par exemple, qui te permet de gérer toutes les versions de ton code. C'est une compétence qui n'est pas du tout enseignée dans certaines formations, ce qui est vraiment dommage parce que d'une, tu peux mettre en place des projets de groupe et ça peut être l'outil avec lequel tu vas gérer les versions de code de chacun pour pouvoir les regrouper et en faire ton application. Et en plus de ça, il y a beaucoup de formateurs un peu à l'ancienne qui n'ont pas touché le monde du travail depuis 10 ans, qui ne voient pas l'intérêt de Git. Sauf que depuis 10 ans, les choses ont évolué. Il faut trouver en fait la formation qui va être la plus à jour vis-à-vis du marché. Et ça, tu peux le faire en comparant d'un côté les technos utilisés en formation et de l'autre les technos qui sont demandés sur les offres d'emploi. Alors le dernier point, c'est le feedback. Tu te doutes bien que si tu vas dans un restaurant et que tu demandes au patron du restaurant si ce restaurant c'est un bon restaurant, il va te dire c'est le meilleur restaurant au monde. Ça va être pareil pour les formations. Les formations elles-mêmes vont te dire que l'organisme fait bien leur boulot. Et ce qui est normal, personne ne peut leur en vouloir de faire la promo de leur propre service. C'est totalement logique. Mon conseil sur ça, c'est d'aller directement demander aux anciens des anciennes promos. Et tu verras très rapidement, très facilement que les sons de corde concordent. Ça se dit ça? Concrètement, tu vas aller sur LinkedIn. Je vais te mettre des screens comme ça, tu verras un peu. Puis moi, je vais flouter les noms comme ça, personne ne se plaint. Tu vas sur LinkedIn. Tu vas faire recherche de personnes, ok? Ici, tu vas voir des gens apparaître. Là, tu vas faire tous les filtres. Et là, tu vas regarder les écoles, centres d'intérêt, écoles, voilà. Donc là, si je te mets le nom d'une école, ok, par exemple, je fais ça, appliquer, et là, je vais avoir le listing de tous les gens qui sont passés dans cette école. Donc une fois que tu as cette liste-là, c'est assez simple. Tu vas venir contacter une dizaine de personnes par école, leur envoyer un petit message sur LinkedIn, un message qui est gentil. Hello Untel, je m'appelle Untel, j'ai vu que ton parcours t'avait fait passer par telle école. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as un retour à me donner là-dessus? Quels conseils tu pourrais me donner pour réussir dans cette école via cette promo, via ce cursus, blablabla. Déjà d'une, tu verras à quel point les gens souvent sont contents de parler un peu
VO2 parce que ça te permet de partager ton expérience et il faudra un peu croiser les retours d'expérience. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui n'a pas aimé, il va peut-être te dire qu'il a détesté. Ça n'engage que lui, certes, mais si tu en as 10 qui détestent, peut-être qu'il ne faut pas y aller. Si tu en as un qui déteste et 10 qui ont adoré, peut-être qu'il y en a juste un qui a eu une mauvaise expérience. Bien sûr, après, tu peux continuer tes recherches, et c'est là où LinkedIn, c'est une source d'information, mais juste énorme. Et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, je te mettrai peut-être un lien là-haut, ou dans la description si j'oublie pas. Et en fait, LinkedIn, c'est une source d'information, mais juste géniale. Tu peux tout voir. Et il y a énormément d'informations que tu peux utiliser. Tu peux aller regarder, par exemple, tu prends 10 profils passés par la même école et tu regardes où est-ce qu'ils en sont. Est-ce qu'ils font toujours du dev? Est-ce qu'ils sont en poste? Est-ce qu'ils sont à plein temps? S'ils sont tous en freelance, potentiellement, c'est qu'il y a peut-être un problème. Quand tu es en freelance juste après une formation comme ça, soit tu es super autonome, soit c'est juste pour dire que tu es un peu en galère et que tu cherches encore un job, mais que tu fais pas rien du tout. Faut vraiment que tu retiennes que le meilleur moyen de savoir si c'est fait pour toi ou pas, c'est de commencer dès maintenant. Avant même que tu trouves un organisme de formation, et d'ailleurs il y en a pas mal qui te demandent de commencer à faire une petite veille techno avant de passer les sélections ou les tests d'entrée, il faut que tu commences un peu à bosser en autodidacte. Tu prends juste une heure tous les jours, où tu vas chercher de l'information, tu vas prendre des notes, tu vas faire un peu l'exercice que je t'ai montré en termes de recherche, les frameworks utilisés dans les formations et dans les offres d'emploi, tu vas essayer de comparer un peu tout ça, tu vas essayer de comprendre ce que c'est un framework dans les grandes lignes, tu n'es pas obligé de l'apprendre par cœur, mais commence vraiment tous les jours à faire cette démarche de je recherche de l'information. D'une, ça te servira pour plus tard, de deux, ça t'évitera peut-être de choisir le mauvais organisme, et de trois, ça te permettra aussi de valider s'il y a un petit intérêt pour le domaine. Ouais, ça se trouve, t'aimes pas du tout ça, et en fait, tu vas t'en rendre compte, rien qu'en faisant ces recherches, ça va te gonfler, t'en auras marre, et tu passeras à autre chose, et tu vas trouver un truc génial derrière. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu, qu'elle t'apporte un peu de réponses ou un peu de méthode, et que tu vas pouvoir les appliquer. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Un abonnement, si c'est pas déjà fait, avec la cloche, ça te permet de recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et comme d'habitude, moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!